Donc, bonjour Monsieur Kotsou et bienvenue à notre conversation covidienne hebdomadaire. On est ravis de vous avoir parmi nous. On vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous, Monsieur Kotsou? Alors, je suis le papa d'une fille qui s'appelle Néphélie, qui a 6 ans. Et donc, c'est important pour moi parce que ça me met en lien avec les futures générations et puis aussi en lien avec, dans cette situation de crise, avec autres que moi. Alors, évidemment, je suis aussi le- l'amoureux de Caroline, hein, la maman de Néphélie. Et donc, je pense que le fait d'avoir un enfant ouvre, en tout cas dans mon cas, une perspective différente dans une situation de crise. Alors, je suis un citoyen de cette petite planète qui est aussi bien malmenée, on va dire, au niveau de l'environnement. Et j'ai une position à temps partiel en psychologie à l'Université libre de Bruxelles en psychologie. Donc, je fais de la recherche et j'encadre des étudiants en psychologie. Et à côté de ça, je m'occupe d'une association qui s'appelle Émergence et qui fait le lien entre connaissance de soi et engagement citoyen et écologique. On organise des conférences, des ateliers et ainsi de suite. Et puis j'écris des livres, parfois voilà. Super, chouette, un beau parcours. Eh ben voilà, on voudrait vous poser plusieurs questions concernant cette crise qu'on est en train de traverser, qui est assez compliquée pour pas mal de gens, mais aussi enrichissant pour d'autres. Et on voudrait savoir si vous avez remarqué un impact de la crise sur le bien-être personnel des gens. Alors, cette question de l'impact sur le bien-être, elle est importante et en même temps, est-ce que je l'ai remarqué? Je crois que ce n'est pas la bonne question à me poser. Est-ce qu'il a été remarqué? Parce que moi, personnellement, si je vous réponds, ça va être anecdotique en fait. Ça va être les personnes que j'ai rencontrées ou des choses comme ça qu'on en rencontre peu avec les confinements. Mais on a beaucoup de données qui montrent qu'il y a un impact très fort sur la santé mentale dans nos pays de la crise de la Covid-19. Donc, ici, je pense à des études qui ont été faites en France. Je ne sais pas si vous êtes française, Moi, oui, française et belge. française et belge. Donc, il y a beaucoup d'études en France et qui montrent vraiment ça a aggravé les troubles d'anxiété, de dépression, de problèmes de sommeil de manière vraiment extrêmement importante. Je crois que c'est une prévalence va jusqu'à 30% pour les troubles anxio-dépressifs, beaucoup plus encore pour les problèmes de sommeil. Je pense que ça atteint près de 60% de la population, donc c'est énorme. Je crois toute cette partie de la population qui souffre vraiment de difficultés au niveau des émotions, au niveau psychologique, dues à cette situation de crise et dues au confinement. Donc, c'est vraiment des difficultés importantes dans toutes les couches de la population. On trouve ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est que ça touche plus les plus jeunes, cela étant dit. Donc, ceux de moins de 30 ans sont les plus touchés. On avait aussi, dans nos pays, particulièrement en France, une augmentation de la consommation des anxiolytiques et des hypnotiques, donc une plus grande consommation cette année-ci, due aussi à ces difficultés-là. Et donc, on voit ça, si on pense à des populations qui sont en première ligne, comme les soignants, je pense à une étude au Canada qui avait montré que plus de la moitié des soignants souffraient d'anxiété. Et donc, vraiment, c'est quelque chose de difficile. Alors, on peut imaginer, c'est normal, on est confronté à une situation tout à fait imprévisible pour nous tous et nous toutes, qui affecte potentiellement notre survie, la survie de nos proches. On ne sait pas très bien comment répondre. En fait, on se rend compte que notre cerveau n'aime pas l'incertitude. Et non seulement tout est incertain, on ne sait pas demain ce qui va arriver, est-ce que le confinement va revenir ou pas, quel type de confinement, est-ce qu'on pourra ressortir. Mais ce qui va augmenter l'incertitude, je pense, c'est les problèmes d'information, la manière dont l'information passe. Et ce n'est pas seulement la responsabilité des personnes qui la passent, c'est aussi qu'on ne sait pas grand-chose en réalité. Et donc, on voit des experts, c'est la période des grands experts qui partout vont aller sur les plateaux télé, mais on va trouver sur 2 chaînes télévisées le même jour 2 experts qui vont tenir des discours diamétralement opposés. Et donc, nous, les citoyennes, on ne sait pas très bien quoi faire, en fait, parce qu'on se sent menacé, on se sent tout à fait impuissante. Et l'impuissance, c'est vraiment quelque chose qui va aggraver les problèmes de santé mentale. Et les personnes qui sont censées, en tout cas, qui peut-être nous rassureraient, que la science devrait nous rassurer, ne rassurent pas du tout parce qu'on a l'impression qu'ils ne savent pas trop, ils ne savent pas en fait. Nous, dans la science, on ne sait pas très bien. C'est un nouveau virus. Et ça va être. Alors, les politiques n'ont pas l'air, dans beaucoup de nos pays, très bien su comment s'y prendre. Et alors, on va pas revenir sur les problèmes au niveau de l'information, parfois les problèmes où, pour garder leur crédibilité, on a caché certaines informations, ce qui enlève la crédibilité, en fait, les problèmes de transparence, ils sont aggravés par tous ces problèmes de fake news, de théorie du complot, où le fait de vouloir être rassuré va nous amener parfois à adhérer
à des théories qui sont rassurantes parce qu'elles apportent une explication là où, en fait, tout simplement, on ne sait pas. Et donc, à l'époque de l'information, de l'infobésité, on peut dire, où il y a une surinformation, on ne sait pas très bien. Déjà que l'information, on va dire, qui devrait être sûre, elle ne l'est pas tellement, alors on va aller se jeter sur n'importe quelle information. Et puis, aggraver aussi peut-être, et vous me direz ce que vous en pensez, par le fait qu'on est exposé de manière extrêmement anxiogène tous les jours au décompte des morts. Voilà, c'est le décompte des morts, le décompte de remplissage des hôpitaux. Alors évidemment qu'une forme de lucidité voilà, est importante, de savoir ce qui se passe. Et en même temps, cette manière d'être uniquement confronté euh, aux chiffres et ainsi de suite, je pense qu'elle est vraiment productrice d'anxiété. À nouveau, on est en situation d'impuissance, on ne sait pas très bien quoi faire. Et tous ces chiffres, et pour la plupart d'entre nous, d'abord, les chiffres ne sont jamais complets, ils ne sont pas mis en contexte. Et donc, on ne sait pas très bien comment lire ces chiffres. On voit juste que tout à coup, on a dépassé les 35 000 morts ici, et ainsi de suite. Et donc, je pense que c'est extrêmement anxiogène. Et à nouveau, comme je l'ai dit, ça va nourrir d'autres théories et on veut donner du sens à deux, trois autres éléments qu'on peut amener. C'est qu'il y a un problème de survie. Notre survie semble atteinte. Le problème, bien sûr, de la peur, on en a parlé, mais aussi le problème de la solitude. Et on voit que c'est un très grand problème, la solitude, et que ici, la situation du coronavirus a remis en exergue les inégalités sociales. Et que les personnes qui étaient les plus fragiles sont à nouveau les personnes qui ont le plus souffert. Et donc, les personnes qui souffrent de solitude ont été encore plus affectées et on sait que la solitude, elle tue, et ce n'est pas une métaphore. On sait, des études ont montré, importantes, ont montré que le fait de se sentir seul et d'être objectivement seul, avoir un réseau social peu étendu, avoir peu de support social, va augmenter, va nous donner un risque de mortalité prématurée plus important que dans le reste de la population. Et donc, voilà, il y a une double peine pour les personnes les plus pauvres. On peut penser aussi aux personnes qui souffraient de violences conjugales ou de violences à la maison, les enfants, des femmes souffrant de violences. Mais on peut aussi penser tout simplement aux réfugiés. Nos chercheuses et chercheurs de refuge qui déjà étaient soumis, dû à l'injustice climatique, à énormément de difficultés, se retrouvent, c'est pas qu'on leur dit vous pouvez sortir de chez vous, c'est même cynique en fait, ne sortez pas de chez vous à des personnes qui n'ont pas de chez eux. Et on a vu des images très très choquantes dans la presse d'endroits où on dessinait sur le sol de parking des cases en carré pour que les réfugiés ne contaminent pas notre réfugié, c'est ce qui est complètement insensé en fait. Dans notre siècle, au XXIe siècle, avec une richesse comme celle qu'ont nos pays, on va créer de la distance physique sur des parkings. C'est insensé. Et ceci, ce n'est pas anecdotique, c'est que, bien sûr, que non seulement ça parle de la difficulté que vivent toute une partie de la population, mais ça parle aussi de notre regard qu'on a sur nous-mêmes et nos sociétés. Comment est-ce qu'on peut vivre bien, en tout cas pour ceux d'entre nous, et surtout les jeunes, je pense, qui ont ce regard très critique, positivement, mais qui se rendent compte qu'on vit dans des sociétés avec une injustice sociale galopante, et on se dit, mais c'est pas possible. C'est comment vivre alors, comment donner du sens, alors qu'on est confronté à tellement d'injustices. On le savait déjà avant, mais c'est à nouveau remis en lumière. On peut en rajouter, c'est très optimiste, les constats que je fais ici, mais la question du climat, et pas seulement du climat, celle de la biodiversité. Voilà. Maintenant, bien sûr que tout le monde, il y a un mouvement de panique énorme dû au Covid. On dirait qu'il est minuit moins une, voilà, les hôpitaux sont pleins. Mais à côté de ça, il est minuit moins une pour toute la planète. Quand on voit la perte de la biodiversité, je pense qu'on était, WWF disait 60% des espèces animales ont disparu, 70% ou 70% des espèces marines ont disparu. On voit tous les seuils de pollution et ainsi de suite. Donc, il y a quelque part cette crise-là, bien sûr qu'elle est importante, mais on peut se dire notre manière de nous mobiliser, qui est intéressante évidemment. Si on faisait le 10e de ça pour la planète, pour les réfugiés, pour la justice sociale, je pense qu'il y a aussi un message là très important qu'on ne doit pas oublier, parce que sinon le risque, c'est d'avoir une approche très individualiste. On se dit, voilà, la santé mentale, c'est terrible. Dans nos pays, on souffre beaucoup parce qu'on est confronté. C'est vrai, bien sûr. Il ne faut pas ne pas le prendre au sérieux, mais je pense qu'on ne peut pas oublier tout ce paysage. Et donc, ne pas oublier quelque chose de sociétal. Ça nous remet face à nos incohérences et le besoin d'une société différente. Et bien sûr, notre manière d'agir dans nos groupes, dans tous nos groupes organisés. Et évidemment, il y a aussi le niveau individuel. Et donc, quoi faire? Vous me posez la question. Ouais. Que faire avec les peurs et les blessures que cette crise engendre, en fait? Alors, moi, si on le savait si simplement, voilà, ça se saurait. Je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle.
je crois, à nouveau, on peut se dire qu'il y a des choses à faire au niveau global, au niveau de la manière dont on communique l'information. C'est-à-dire que si on veut qu'une société, on a l'impression que ça ait du sens, donc on soit moins secoué au niveau de la santé mentale, quand on communique sur les comportements des gens, en soulignant que les gens sont des égoïstes, que tout le monde court après le papier toilette, et ainsi de suite, et ainsi de suite, on souligne uniquement un côté, en fait, qui est le côté de l'individualisme et de la panique. Alors que beaucoup d'études ont montré qu'on réagit très différemment en réalité. Bien sûr, ce côté-là existe, mais la majorité d'entre nous, nous agissons de manière très, très décente dans les crises et qu'il y a une forme d'intelligence collective qui a été montrée. On voit que les collectifs que nous sommes, mon collègue Olivier Klein de l'ULB, il en parle très, très bien, qu'on s'auto-organise pour faire face au danger et qu'il y a une résilience collective. Mathieu Ricard en parle beaucoup de l'altruisme, et ce ne sont pas des mots de développement personnel, il y a vraiment ça. On voit que dans la crise du 11 septembre, les travailleurs là, des tours ne se sont pas rués de manière désordonnée, mais ils ont cherché à aider les autres, ils ont cherché à coopérer. On a vu à la Nouvelle-Orléans, pendant cette crise-là, que contrairement à ce qui avait été dit, les études scientifiques ont montré que la majorité des personnes ont aidé les autres, ont cassé des vitrines pour prendre vraiment des nécessités voilà, pour pouvoir aider les personnes, pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir les aider à se protéger du froid. Et donc, il y a vraiment quelque chose là qui est important. Et donc, les normes sociales qui sont soulignées par la presse sont importantes. Quand on souligne uniquement ce côté-là, voulez-vous, déjà que ça va mal, on a l'impression qu'on vit dans une société d'égoïstes complètement pourris, alors que la majorité des personnes se comportent bien. Et je crois que ce n'est pas anecdotique à nouveau, que c'est un élément terriblement important pour la santé mentale de souligner à quel point voilà, ça existe. On a besoin de communiquer sur ce changement et sur ce qu'il y a de positif dans nos sociétés. Si on communique que sur ce qui ne va pas, voilà, les morts et l'égoïsme, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être en bonne santé mentale, en fait, ça serait bizarre. Juste avoir une approche qui est quand même plus critique quant à l'information qu'on reçoit, parce qu'effectivement, comme voilà. c'est vraiment un aspect où ils communiquent les choses d'une façon qui clairement, enfin nous c'est ce qu'on a remarqué aussi, c'est-à-dire que c'est des chiffres, c'est des graphiques avec des points rouges, enfin c'est quand même pas rassurant. La question de l'information, pour moi, c'est pas être positif dans le sens naïf de la pensée positive, non, être tout à fait lucide, mais ici c'est être tout à fait lucide que de voir les comportements altruistes, c'est une question de regard. Où est-ce que je porte mon regard et qu'est-ce que je veux valoriser? Parce que en réalité, scientifiquement, il y a plus de données sur l'altruisme dans les crises que le contraire. Donc c'est pas qu'il faudrait être positif, c'est quelle est l'information qu'on me donne, quelle est celle que je recherche. Et bien sûr, la crise est là. On ne peut pas nier ça. Les morts sont là, bien évidemment. Les hôpitaux sont pleins, bien évidemment. Tout ça, ce sont des faits. La question, c'est où est-ce que je mets mon attention? Où est-ce que je mets mon énergie? Si elle est uniquement absorbée, noyée par des chiffres, comme vous l'avez très bien dit, des graphiques, ce n'est pas ça qui va me mettre en mouvement en réalité. Et nous avons besoin d'une certaine manière de nous mettre en mouvement. Et donc, si nous sommes uniquement dans cette forme d'information très parcellaire et très sombre, on a tendance à quoi? À être dans la méfiance envers les autres. C'est-à-dire, je vais me refermer, je méfie tout le monde, là, parce que tout le monde est porteur de quelque chose. Et c'est peut-être pas ça qui va m'amener à m'ouvrir, à m'épanouir, à aller vers les autres. Alors, on a besoin de plein de qualités pour répondre à votre question de manière précise. Bien sûr qu'on a besoin d'humilité, je crois. On ne sait pas. C'est une réalité, on ne sait pas. On a besoin aussi de courage pour nous mettre en route, nous tourner vers les autres, en même temps de respecter comme on peut des règles quand elles nous semblent justes parce qu'elles protègent les autres et qu'elles nous permettent en tant que société de faire ensemble, faire face au virus, et en même temps le courage de faire ce qu'il faut faire voilà, quand il faut aider des personnes en difficulté, des personnes plus âgées, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ainsi de suite. Le monde continue à vivre, des sans-abri sont toujours dans nos rues, il y a des personnes autour de nous qui sont en difficulté. Donc comment est-ce que je fais pour en même temps voilà, prendre soin de moi et prendre soin des autres et de la planète quelque part. Et c'est là que je pense qu'il y a une réconciliation dont on a besoin entre une forme de connaissance de soi, comment est-ce que je peux prendre soin de mes émotions, de ma vie intérieure. Je crois qu'il y a aussi une invitation ici dans un monde très tourné vers l'extérieur à revenir à la vie intérieure, mais aussi réconcilier ça avec la justice sociale et la justice environnementale. Je ne crois pas qu'un seul de ces éléments peut apporter une solution. Il y a vraiment dans ces trois-là. Et donc, alors, on ne peut pas négliger, bien sûr, la connaissance de soi, à mon avis, parce que si on est complètement détruit à l'intérieur, sans joie, sans aucune sérénité, comment est-ce qu'on va aller porter assistance aux autres? Alors, très important, pour moi, c'est toujours placer ça en contexte.
Je ne dirais jamais ça, évidemment, à quelqu'un qui n'a déjà pas un toit, pas un abri, qui vit dans des conditions de vie inhumaines. Voilà, cette personne doit déjà survivre. Par contre, pour celles et ceux d'entre nous qui ont des conditions qui le leur permettent, alors là, je pense qu'ils ne vont pas faire l'économie de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais là pour me remettre en question? Comment je fais pour mettre mon mode de vie en question, mon mode de pensée en question, pour devenir une personne plus lucide, mais aussi plus apaisée, pour agir de manière plus juste dans la société. J'ai l'impression qu'il y a une invitation quelque part, cette situation elle nous invite à ça, à une forme de remise en question et à une action plus juste. Mais en parlant de lucidité, justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est quand même nombreux à se faire un peu des illusions ou peut-être à juste pas accepter la situation telle qu'elle est parce qu'on on se sent pas affecté. Par exemple, les jeunes qui vivent la crise de la façon dont on la vit parce que clairement on se sent en bonne santé, on a l'impression qu'on est intouchable. Moi, je pense qu'il y a vraiment, enfin, on vit la crise comme on la vit vis-à-vis d'à quel point on accepte la situation comme elle est et on voit qui ça affecte justement, comme vous dites, de façon. Oui. Alors, évidemment, cette question, elle est complexe parce que s'il était simple, on le saurait. Je crois qu'elle nous invite à décentrer le regard de nous-mêmes en se disant que si la crise ne m'affecte pas moi, comment est-ce qu'elle affecte les autres? Alors ici, si je pense à certaines personnes qui sont, par exemple, soucieuses des libertés, bien sûr, c'est important. Je ne pense pas parce que c'est une situation de crise qu'on doit tolérer n'importe quoi et qu'on doit, voilà, il y a parfois des lois d'exception qui ne sont pas utilisées de manière juste, ainsi de suite. Alors bien sûr, on doit être vigilant aussi au niveau des libertés. C'est bizarre de dire individuelles parce que les libertés, elles sont sociales en fait. Nos libertés, quand on pense à toutes ce qu'on appelle nos libertés individuelles, en fait, c'est les libertés des femmes et des hommes dans la société qui nous permettent de vivre ensemble. Et donc, on doit être, je pense, très très attentif à ces libertés, mais sans oublier qu'il y a les autres. Et donc, voilà, moi, je ne suis peut-être pas affecté, mais qu'en est-il des gens qui sont vraiment affectés, des soignantes et des soignants qui sont... Voilà. Et c'est ça qui est complexe, c'est qu'en même temps, nos soins de santé sont sous-financés. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas protéger les soignants maintenant. Donc, maintenant, qu'allons-nous faire pour éviter qu'ils soient complètement dépassés? Et comment est-ce qu'on fait en tant que citoyennes, nous toutes, pour changer ce monde, en fait, pour faire un monde qui est plus juste, dans lequel on a des soins de santé de qualité pour tout le monde, et un monde peut-être, vous disiez, plus positif, je dirais alors c'est un monde de la bonne santé, pas un monde de la maladie. Ce n'est pas un monde où on regarde que les symptômes et on attend que tout soit déréglé pour pouvoir agir, que ce soit au niveau individuel, de la santé publique ou de la planète. C'est un monde peut-être où on va se dire, c'est quoi la bonne santé? Notre bonne santé à nous. C'est quoi la bonne santé de notre société? Nous en groupe. C'est quoi la bonne santé de la planète? Et comment est-ce qu'on fait pour créer une société qui prenne soin de la bonne santé? Voilà, quand les crises arrivent, il faut y faire face, mais si on attend toujours la maladie et qu'on ne prend pas soin de la planète, des groupes et des humains, je crois que la seule chose qui va arriver, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est qu'on va aller de crise en crise, en fait, et des crises plus graves peut-être, malheureusement. Et donc, il y a là, je pense, un appel, oui, à agir tout de suite parce que c'est là, mais aussi à se dire comment est-ce que je participe à un monde davantage en bonne santé. Et quand on parle, moi je ne sais pas, de nouveau, les chiffres, je crois que on vit dans une période qui sépare les pros et les anti-ceci, les jeunes qui font pas attention et les autres qui sont menacés. Je crois qu'on a besoin plutôt de se rendre compte de tout ce qui nous relie, plus que de ce qui nous sépare. On est tous sur le même navire, la planète, on a le même vaisseau. Voilà, je pense que c'est... Beaucoup de grandes penseuses et penseurs l'ont dit. Si on n'y fait pas attention, voilà. On ne peut pas dire qu'on ne fait attention que sur son côté du vaisseau. Quand il y aura un grand trou dans la coque de l'autre côté du vaisseau, il va quand même couler. Donc, je pense que c'est nous toutes et nous tous, on a besoin de faire attention de manière globale, agir localement, penser globalement. Cette crise, c'est vraiment quelque chose de central. Et donc, c'est le lien, au fond, la solution, je crois. Le lien avec nous-mêmes, qui nous parle de comment est-ce que je suis en contact avec mes émotions, mes peurs, tout ça, comment est-ce que je suis davantage en amitié avec moi-même. Si je ne suis pas en amitié avec tout ce qui m'habite, je vais être dépassé par tout ça. Et puis, être en amitié aussi avec le fait de ne pas savoir. Comment est-ce que je peux vivre avec l'anxiété de ne pas savoir? Alors, ne pas oublier l'amitié, évidemment, avec les autres. Les plus fragiles, pour commencer. Toutes les femmes et les hommes les plus fragiles. Ceux qui sont en première ligne aussi. Comment est-ce que je cultive ça? Cette forme de lien. On sait que le lien social, c'est le premier prédicteur de la longévité, du bonheur. C'est vraiment... le lien social affecte la santé physique, la santé mentale. On a besoin des autres, on vit avec eux. Il y a ça, et puis il y a le lien avec la planète.
évidemment, le vivant en général. Cette idée que voilà, on fait partie d'un... Je pense que c'est Satish Kumar. Satish Kumar, c'est un, un jeune Indien de 82 ans, un activiste génial qui est très lucide et qu'en même temps quelqu'un qui a une énergie de vie incroyable. Et Satish Kumar disait que être, nous les femmes et les hommes, c'est appartenir à un immense réseau de relations qui ne se limite pas seulement à l'espèce humaine, mais qui englobe toutes les formes de vie. Et je crois que si on prend soin de ces relations, c'est reconnaître à nouveau qu'on est en lien. Donc, et c'est s'occuper plus des liens que des choses. Nous, on a tendance, en tout cas moi, à voir les choses, les problèmes dans les choses, dans les autres, alors que c'est dans les liens qu'on peut résoudre quelque chose, je crois, dans nos liens avec tout ça. Et d'après vous, que faut-il retenir de cette crise? Je crois que c'est un peu tôt, en tout cas, moi je ne suis pas Oui, qui je suis pour pouvoir dire ça? Qu'est-ce que moi je vais en retenir? Je pourrais plutôt le dire ça, pas parce que pour être égocentrique, mais parce que ce que je vais dire pour tous les autres. D'abord, je pense qu'on a très peu de recul, on est en plein dedans, et que c'est souvent avec le recul qu'on apprend, qu'on regarde, on regarde le chemin qu'on a fait, on regarde ses pas, et là, tout à coup, on apprend quelque chose. En tout cas, ce qui me vient, c'est plusieurs choses. Un, c'est les inégalités. Cette crise nous montre à quel point tout est interconnecté, mais aussi qu'elle remet en avant les inégalités qui étaient déjà présentes là. Cette crise nous montre l'interconnexion entre la planète, le vivant, la justice sociale à nouveau et la santé mentale des hommes et des femmes. Et donc, voilà, elle nous montre, je crois, si on n'apprend pas ça de ça, qu'il nous faut une solution systémique aux injustices, toutes les injustices, si on veut s'en sortir, je crois qu'on n'aura rien appris. Elle nous montre encore, cette crise, elle nous montre l'importance du care. Donc tous ces métiers du care, encore, en fait, la bienveillance, le soin, le lien, les métiers du care, alors qui ont souvent été, qui sont encore des métiers qui sont dévalorisés, des métiers féminins, et féminisés en tout cas et dévalorisés. Et donc, elle nous montre que les inégalités de genre, elles ne sont toujours pas résolues. Voilà, donc on a ce problème-là. Donc si on ne prend pas à bras le corps les problèmes des inégalités de genre, les inégalités sociales qui y sont liées, on a vu aussi la crise, que ce soit MeToo juste avant, et puis Black Lives Matter, en fait, on dirait que tout s'entrechoque ici, dans cette période, comme pour nous réveiller. Alors, pas qu'il y aurait une intention là-dedans, mais ce qu'on peut en apprendre, c'est ça, j'ai l'impression. Et en même temps, avec tout ça qui nous parle de tous ces liens, je crois qu'on a vu tellement de gestes de solidarité, il ne faut pas les oublier. On a vu tellement de personnes à un niveau individuel, global et ainsi de suite, porter aide aux autres. Des gens mettre leurs mails dans la rue pour que les voisins puissent leur écrire et les aider. D'enfants faire des dessins pour les personnes âgées. De personnes donner de leur temps, de leur énergie, de leurs finances. C'est ce qu'on a vu aussi beaucoup. Donc le potentiel est là. On a vu des gouvernements arrêter la planète. Plus d'avions, plus rien. Et donc, c'est possible quelque part. Donc, je crois qu'en tant que collectif, on a montré que quand on pensait que le danger était vraiment là, c'est inimaginable. Moi, je pense inimaginable ce qu'on a vu au niveau du transport aérien, par exemple. Plus d'avions. Qui aurait imaginé que ce soit juste possible? Et donc, on voit aussi que lorsqu'il y a une volonté réelle, on peut réellement avoir des actions qui sont immenses. Alors, la question, évidemment, on a vu que tout ça était possible. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire demain? Et je me dis, ça dépend de nous toutes. Vous disiez les jeunes, sans poser, quel que soit notre âge, mais à nouveau, les générations futures, c'est celles qui s'occuperont de la planète. Alors peut-être qu'elles doivent porter les erreurs des générations passées, mais à nouveau, plutôt qu'être dans cette lutte, je me dis, comment est-ce qu'on va faire ensemble pour transformer ça? Et comment est-ce que notre altruisme, notre souci de l'autre, en fait, c'est ça le souci d'autrui, et pas seulement d'autrui, en fait, va s'étendre dans l'espace, à tout le monde, en termes de justice sociale, environnementale, et ainsi de suite, mais dans le temps aussi de penser aux générations futures, parce que pour les générations futures, si on continue comme ça, est-ce que notre société seront encore vivables? Et donc, aller vers un monde, moins un monde de choses où on utilise, où les êtres humains sont des ressources, hein, où les soignantes sont des ressources, mais un monde, voilà, un monde d'être vivant. On arrête d'instrumentaliser le vivant pour en prendre davantage soin. Voilà, ce qui me vient.
Là, ça fait déjà 15 minutes, donc si vous voulez, c'est ce qu'on avait prévu. Donc, si vous voulez, en tout cas, ça me paraît des sages paroles pour finir. Je pense que c'est Ouais. assez intéressant. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose que vous voulez, un message que vous voulez transmettre. Non, je pense que ce que je viens de dire, c'est le changement de rapport qu'on a au vivant, qui est voilà, de sortir d'un rapport d'instrumentalisation du vivant, instrumentaliser les autres, en fait, hein, comme on l'a longtemps fait avec les femmes. L'inégalité du genre, c'était ça. On instrumentalise, on utilise les personnes, instrumentaliser dans les entreprises, dans nos relations aux autres, mais aussi instrumentaliser l'ensemble de la planète pour l'exploiter et pour être plus dans un rapport voilà, un rapport d'être avec quelqu'un. Je pense que on revient à ce que disait Kant, hein, de ne jamais, dans nos relations à nous-mêmes et aux autres, utiliser les autres uniquement comme un moyen, mais toujours respecter comme une fin en soi. Et donc, et ça paraît être faire de la philosophie, mais je pense que c'est fondamental, en fait, notre rapport, c'est à nouveau la relation qu'on a. Si je ne change pas la relation que j'ai avec moi-même et avec le monde, mais est-ce que je vais changer le monde? Parce que tout découle aussi de mon état d'esprit. Et c'est en ça que notre connaissance de nous-mêmes, notre rapport aux autres et notre rapport à la planète sont des choses qui doivent aller ensemble. C'est en ça aussi que le prendre soin de soi, qui est plus de la philosophie ou de la connaissance de soi, et le rapport politique sont des choses qui doivent aller ensemble. Pour moi, on ne doit pas choisir de dire on va aller méditer, mais on ne s'intéresse pas à la politique, ça n'a aucun sens, puisque méditer peut déjà être en soi un acte politique, ceci dit, mais c'est aussi une manière d'habiter la cité et de comment je vais trouver une forme de force intérieure pour aller justement m'opposer aux injustices, construire un monde meilleur. Et je dirais qu'on a besoin d'imagination pour terminer, on a vraiment besoin de ça. On a besoin de projets, d'imagination, de rêves. On a besoin de femmes et d'hommes qui nous disent où on pourrait aller. On a besoin de personnes qui nous montrent un avenir dans lequel on a envie de se projeter. On a vraiment besoin de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui nous manque vraiment. Il nous manque un horizon réaliste et désirable. Un horizon, quand je dis réaliste, il peut être fou, mais qui nous dise, voilà le monde vers où on pourrait aller. Voilà, on a besoin de rêveuses, de personnes novatrices qui nous donnent envie d'aller de l'avant et de mobiliser tout ce qu'on a comme énergie pour construire ce monde différent. Parce que si c'est juste râler sur ce qu'il y a ici, je pense qu'on ne va pas aller très loin. On a besoin d'horizons, nous les humaines et les humains. Ok, super. Ben, un tout grand merci. C'était super intéressant. Je pense que c'est enrichissant pour tout le monde et c'est des beaux messages, je pense qu'il faut faire passer et il faut que plus de gens s'y intéressent et écoutent et peut-être se remettent en question. Et voilà, on vous remercie. En espérant qu'on sache nous-mêmes déjà appliquer ce que vous avez dit. Bon, si nous toutes les trois, on peut le faire, c'est déjà un bon début. On aura déjà 3 personnes il y en a plein d'autres, heureusement. Non Ouais. on est très nombreux sur la Terre à partager ça. C'est aussi question de lien. C'est que toutes les personnes qui ont cette vision différente du monde et qui sont dans ce paradigme, ce nouveau paradigme plutôt de respect du vivant, d'altruisme, d'entraide, de voir le monde comme un système et pas uniquement les choses, elles sont très nombreuses, ces personnes, mais elles ne sont pas toutes en lien. Et je crois que c'est ça. Nous mettre en lien, c'est aussi, en groupe, on est tellement plus forte, évidemment. Toute seule, je crois que c'est un dicton africain qui dit toute seule, on va plus vite, pendant un court moment en tout cas, et ensemble, on va plus loin. Merci de tout cœur pour cette interview vraiment inspirante. Merci à vous. Bon, tout le meilleur pour votre. Ça fait partie d'un travail de vos études En fait, c'est dans le cadre d'un stage. Donc, Oui, Michel, je ne sais pas si vous connaissez plus ou moins sur quoi elle travaille en ce moment. Mais du coup, oui. c'est vrai que nous, on a remarqué personnellement que c'est vrai que l'information n'est pas forcément rassurante. Et du coup, on voulait faire un dossier de presse média écrite avec un lien donc aux interviews qu'on aurait récoltées avec vous, où on synthétise l'information recueillie. Et du coup, juste vraiment, on partage ce qu'on a reçu de tous les experts avec qui on a été en contact. Donc, aux gens, pour qu'ils puissent voir qu'effectivement, le but étant vraiment, je pense, d'apporter un message positif et montrer à plein de gens qui sont peut-être dans le désespoir que justement il y a de l'espoir et qu'en fait cette crise peut nous apporter aussi plein de choses qui peuvent faire du bien aussi.
même pour l'écologie et pour plein de choses, de juste que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est un retour à soi et voilà. Et qu'il y a du bon à en tirer aussi. Et je pense qu'il y a vachement un aspect d'impuissance qu'on ressent en tant que jeune, en tant qu'adulte, en tant que gens qui sont vraiment coincés un peu, entre guillemets. Et du ne coup, sachant pas quoi faire. Oui, et moi, la première, enfin, je veux dire, moi, ça me fait juste plaisir de savoir qu'à notre échelle, on sait un peu collaborer et que les gens qui les écouteront seront déjà… Oui, c'est super ce que vous faites. Vous faites partie de la solution déjà, c'est ça. On essaye. Mais vous le faites, dans les faits, peu importe le nombre de personnes, faire partie de la solution, c'est ça, c'est faire partie des personnes qui vont dans la direction. Et c'est aussi une des leçons pour moi, c'est aller vers quelque chose, pas seulement être contre quelque chose. C'est un monde très binarisé, très polarisé, où, comme on l'avait dit, qui nous invite à toujours prendre un camp ou un autre. Et c'est un monde aussi de confrontation. Alors que ici, l'idée, c'est, d'accord, la crise est vraiment là, le problème est vraiment là, et vers quoi on veut aller. C'est d'avoir l'énergie, la motivation, elle vient parce qu'on a un endroit qui nous appelle. Elle ne vient pas seulement du fait d'avoir peur, parce que l'endroit où on est, on n'en veut plus. Oui. Donc, bravo d'en faire partie de cette solution-là. Merci. Merci d'avoir participé. Bonne continuation. Et c'est chouette de se dire que voilà, des personnes comme vous s'emparent de ces questions. Merci.